On passe à la question 49. Donc, encore une fois, on nous donne une fonction g de x qui est égale, donc on nous demandera de calculer sa limite, qui est égale à 2x à la puissance x sur x à la puissance 2x. Donc, encore une fois, il n'y a pas de méthode immédiate pour déterminer la proposition correcte. Donc, on sera amené à calculer cette limite. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, qui est 2x à la puissance x sur x à la puissance 2x. Donc tout d'abord ici, on remarque, donc il y a une petite simplification à faire. Donc on va écrire 2x à la puissance x sous forme de 2 à la puissance x fois x à la puissance x. Et là, x à la puissance 2x, c'est x à la puissance x fois x à la puissance x. Et on pourra simplifier par x à la puissance x ici. Et on reste avec limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x sur x à la puissance x. Voilà. Donc ici, on peut utiliser une notion qui est abordée au supérieur et qui est la négligeabilité d'une fonction par rapport à une autre. Donc on dit qu'une fonction f est négligeable devant une fonction g dans un certain voisinage si la limite de f sur g égale à 0 dans ce voisinage. Donc, si la limite de f sur g dans un certain voisinage, c'est 0, donc on dit que f est négligeable devant g. Et je vais vous donner une généralisation, bien une propriété assez importante sur la négligeabilité au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, la fonction x à la puissance x. Donc, on commence par la fonction la plus faible. Donc la fonction la plus faible en termes de négligeabilité, c'est ln de x. Donc c'est la fonction la plus faible. Elle est négligeable devant la fonction x à la puissance a pour a positif strict, qui est négligeable devant a à la puissance x, encore donc pour a supérieur à 1, strictement à 1, et qui est négligeable, donc on va utiliser ici B, c'est mieux, et qui est négligeable devant x à la puissance x, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Donc quand on aura un rapport d'une de ces trois fonctions qui sont faibles devant x à la puissance x sur x à la puissance x, donc la limite c'est directement 0. Ici, si vous remarquez, c'est la limite de 2 à la puissance x sur x à la puissance x. Or, on a dit que pour b strictement positif, b à la puissance x est négligeable devant x à la puissance x. Donc cette limite, elle est nulle par négligeabilité. Donc c'est une propriété assez importante, je vous invite à la noter. Mais toutefois, elle n'est pas si nécessaire que ça. Bien sûr, elle simplifie le calcul. On a trouvé la limite directement, mais ce n'est pas nécessaire. On peut passer par la méthode classique. Voilà. La méthode classique, c'est le passage par l'exponentielle. Donc, on va passer par l'exponentielle. Donc, déjà, 2 à la puissance x sur x à la puissance x, c'est 2 sur x, le tout à la puissance x. Je pense que c'est mieux de la garder sous cette forme. Donc c'est la même chose, mais je pense que c'est mieux. Voilà, donc on l'écrit sous forme exponentielle. Donc 2 à la puissance x, c'est exponentielle x ln de 2. Et x à la puissance x, c'est exponentielle x ln de x. On utilise les propriétés de l'exponentielle. Et c'est la limite de exponentielle x ln de 2 moins x ln de x. Donc, le rapport des exponentielles, c'est l'exponentielle de la différence. Voilà, on factorise par x et ça devient l'exponentielle, la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle x ln de 2 moins ln de x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc ln de 2 moins ln de x tend vers moins l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini, et par produit, tout ce facteur tend vers moins l'infini. Et donc la limite, c'est 0.
Et voilà, donc la réponse correcte, c'est D. On passe à la question 50. Donc, on nous donne une fonction f réelle, donc définie par f de 1 égale 3 et f' de 1 égale à moins 1, égale à moins 3, pardon. Donc, et on nous demande de calculer la tangente de f en 1, 3. Donc, c'est assez simple. Je vais rappeler l'équation d'une tangente en un point x0. Donc, la tangente d'une fonction en x0 s'exprime y est égal à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Voilà. Donc y. Donc dans ce cas, on nous demande la tangente en 1, 3. Bien sûr, 1, 3, c'est le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Donc x0 ici égale à 1. Donc y est égal à f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, f de 1, c'est 3. F' de 1, c'est moins 3. Donc, moins 3, facteur de x moins 1, plus f de 1, donc plus 3. Voilà. Donc, y, on développe ici, moins 3x plus 3, ce qui est égal à moins 3x plus 6. Donc, l'équation de la tangente, c'est moins 3x plus 6. C'est la réponse correcte. C'est C. On passe à la question 51. Donc, on nous donne une fonction f de x est égale à ln de x moins 1 et une fonction g de x égale à racine de x plus 1. Et on nous demande de déduire d de g en f, donc le domaine de définition de la fonction composée des fonctions g et f, donc d de g en f. Donc, il y a deux méthodes pour faire cela. Tout d'abord, la méthode la plus classique, donc la méthode qui fait plus mathématique, la méthode qui est cohérente, c'est d'utiliser la définition. Donc le domaine de définition des g en f est défini par l'ensemble des x appartenant à d de f, tel que f de x appartient à d de g. Voilà. Donc ceci dit, il faut déterminer df et dg. Donc déjà df, c'est quoi? Donc ln de x moins 1, il faut que ce facteur soit supérieur strict à 0, c'est-à-dire que x soit strictement supérieur à 1, donc le domaine de f, c'est 1 exclu plus l'infini. Et pour d de g, il faut que ce facteur soit positif, donc x doit être supérieur ou égal à moins 1, et ainsi le domaine de g est moins 1 inclus plus l'infini. Voilà. Donc, d de g en f peut s'écrire l'ensemble des x dans 1 exclu plus l'infini, tel que f de x appartient à dg, c'est-à-dire, donc f de x c'est ln de x moins 1, et dg c'est moins 1 plus l'infini, donc ln de x moins 1 supérieur ou égal à moins 1. Voilà. Donc c'est l'ensemble des x dans 1 plus l'infini. On va composer par la fonction expo pour trouver x moins 1 supérieur ou égal à exponentielle moins 1. Ci implique que x appartient à 1 exclu plus l'infini, tel que x supérieur ou égal à exponentielle moins 1 plus 1. Voilà. Or, exponentielle moins 1 plus 1, c'est supérieur à 1. Donc l'ensemble de définition devient, c'est-à-dire que cet ensemble, donc on va déterminer l'intersection, parce que x supérieur ou égal à exponentielle moins 1 plus 1, c'est-à-dire x appartient à exponentielle moins 1 plus 1 plus l'infini. Or, je viens de dire que exponentielle moins 1 plus 1 est supérieur à 1, parce que exponentielle moins 1 est supérieur et est positif strict. Donc le nouvel ensemble de définitions, c'est l'intersection de ces deux ensembles, et qui est exponentielle moins 1 plus 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, excusez-moi, je n'ai pas
noter les choix qu'on nous a donnés. Donc A, c'est moins 1 plus l'infini. B, c'est 1 exclu plus l'infini. C, c'est 1 plus 1 sur E plus l'infini. D, c'est E plus l'infini. Et E, c'est moins E plus l'infini. Voilà, donc A, B, C, D, E. Donc ici, si vous remarquez, donc déjà, exponentielle moins 1, c'est 1 sur exponentielle. Et ça, c'est la proposition C. Donc la proposition C est la proposition correcte. Voilà, donc l'autre méthode dont je vous ai parlé pour résoudre cette question, c'est d'exprimer G rond F. C'est d'exprimer G rond F. Donc écrire que G rond F de X est égal à donc G de F de X qui est racine de donc G rond F de X c'est ln de X moins 1 plus 1. Bien sûr, G rond F de X c'est G de F de X. Voilà. Donc une fois avoir fait cela et étudier le domaine de définition de cette fonction. Bien sûr, ce n'est pas très cohérent parce que pour parler de G rond F de X égale cette expression, il faut déjà avoir déterminé l'ensemble de définitions. Mais puisqu'il s'agit d'un concours, donc on peut opter à cette méthode, donc opter pour cette méthode. Mais bon, ça dépend des choix de chacun. Ça reste un calcul, je vous laisse le soin de le faire, mais personnellement, je préfère la première méthode qui fait plus cohérente et plus mathématique. On passe à la question 52. Donc c'est un calcul d'intégrale. Donc on demande de calculer l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 de 1 sur sinus x tangente x dx. Donc ici, je n'ai pas vraiment trouvé de méthode intelligente pour résoudre directement le problème, mais j'ai remarqué que on pourra éliminer 3 propositions qui sont fausses et après on restera avec 2 propositions et on ne pourra pas vraiment distinguer laquelle est correcte et laquelle n'est pas correcte, sauf si on calcule directement. Donc je vais vous montrer mon raisonnement. Donc j'ai remarqué, donc l'intégrale est de pi sur 6 vers pi sur 4 avec pi sur 6 inférieur à pi sur 4. Donc le signe de l'intégrale, c'est celui de la fonction qui est à l'intérieur. Or, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a sinus x fois tangente x qui est égal à sinus x fois sinus x sur cos x. Voilà. Donc, or, dans l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus x et sinus x sont positifs d'après le cercle trigonométrique. Donc, entre 0 pi sur 2, sinus et cosinus sont positifs. Bien sûr, ici cosinus et ici sinus. Donc, la fonction à l'intérieur, elle est forcément positive. Et donc, toute l'intégrale, elle est positive. Donc, on pourra éliminer les solutions négatives. Par exemple, 1 moins racine de 2 qui est négative. 1 demi moins racine de 2 sur 2 qui est égal à 1 moins racine de 2 sur 2 qui est aussi négative, donc elle est fausse. Et on a aussi racine de 2 moins 2 qui est négative, donc c'est faux. Et on restera avec 2 propositions et on sera amené à faire la distinction entre les deux. Donc on va juste choisir au hasard, si on n'a pas pu calculer l'intégrale, on va choisir au hasard une de ces 2 propositions. Mais ce n'est pas très... ce n'est pas une méthode que je préfère, donc je préfère calculer directement l'intégrale et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 de 1 sur sinus x tangente x, c'est l'intégrale. Donc si tangente x c'est sinus x sur cosinus x, donc l'intégrale devient celle de sinus carré x de cosinus x sur sinus carré x. Bien sûr, sinus x sur cos x, le cos x va en haut et on garde sinus carré x au dénominateur. Voilà. Donc ici, je vais faire un changement de variable parce que je remarque que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x.
Donc je vais poser U égale à sinus x. Ceci va entraîner que du est égal à dx cosinus x. Or, dx cosinus x, c'est cette expression-là. Donc je vais ramener dx ici. Je pourrais directement remplacer par du. Maintenant, il me reste de calculer les bornes. Donc lorsque x égale à pi sur 6, donc on remplace x par pi sur 6, sinus pi sur 6 c'est 1 demi, donc u égale 1 demi. Et lorsque x égale à pi sur 4, alors sinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, donc u égale racine de 2 sur 2. Voilà, donc par méthode de changement de variable, l'intégrale devient de borne 1 demi racine de 2 sur 2 de la fonction, donc cosinus x dx c'est du, et sinus carré x c'est u au carré. Voilà, donc la primitive de 1 sur u au carré c'est moins 1 sur u. Bien sûr, je peux retrancher le moins et inverser les bornes. Voilà, donc j'inverse les bornes. Et voilà, donc on calcule ce crochet. Ça donne 1 demi, ou bien 1 sur 1 demi qui est 2, moins 2 sur racine de 2, parce qu'on a 1 sur u, donc c'est l'inverse, moins 2 sur racine de 2. Or, 2 sur racine de 2, c'est racine de 2. Et le résultat qu'on trouve, c'est 2 moins racine de 2, donc la réponse correcte, c'est B. On passe à la question 53. Donc il s'agit de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2x sur 1 plus sinus carré x. Donc pour cela, je vais utiliser, donc je vais calculer directement l'intégrale sans penser à éliminer des cas ou quoi que ce soit, parce que ça ne serait pas évident. Surtout pour les intégrales, c'est un peu compliqué de deviner la réponse correcte. Bon, donc ici, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'utiliser la formule de linéarisation de sinus carré x, qui est 1 moins cos 2x sur 2. Voilà, donc l'intégrale devient celle de 0 à pi sur 2 de sinus 2x sur 1 plus 1 moins cos 2x sur 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 pour me débarrasser du sur 2 ici. Et ici j'aurai un 2 et un 2 en haut. Voilà. Donc ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 3 moins cos 2x de sinus 2x dx. Et ici, si vous remarquez, donc la dérivée de moins cosinus, c'est sinus, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, la dérivée de ce terme qui est en bas, c'est tout simplement la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Donc, la dérivée de cosinus 2x, c'est moins 2 sinus 2x. Et ainsi, si on multiplie par un moins, ça fait ici plus. Donc la dérivée de moins cos 2x, c'est 2 sinus 2x. Voilà. Or 3 est une constante, donc la dérivée de 3 moins cos 2x, c'est 2 sinus 2x. Voilà. Donc c'est une primitive, donc c'est la primitive de cette expression. Donc c'est une expression sous la forme U', et donc la primitive, c'est ln de U. Et voilà. Donc, entre parenthèses, ln de 3 moins cos 2x entre 0 et pi sur 2. Ce qui est égal à ln de 3 moins cosinus 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire cosinus pi. Et cosinus pi, donc cosinus pi, d'après le cercle trigonométrique, c'est moins 1. Donc, on aura ici moins 1, c'est-à-dire plus 1. Et voilà, donc moins ln de 3 moins cosinus 0. Cosinus 0 c'est 1, donc 3 moins 2 c'est 2. Et voilà,
Donc ça c'est ln de 4 moins ln de 2, ce qui est égal à ln de 4 sur 2, ce qui est égal à ln de 2. Et voilà, donc la proposition correcte, c'est C. On passe à la question 54. On nous donne une droite delta de représentation paramétrique x égale 1 plus t, y égale 2 plus 2t, z égale à 1 moins t, et un plan d'équation x moins y moins z plus 2 égale à 0, et un plan P' d'équation x plus z moins 2 égale à 0. Et on nous donne un ensemble de propositions. Donc en fait, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, à partir de la question, et qu'on nous donne juste quelques propositions comme ça, eh bien il suffit juste de vérifier si une proposition, par exemple, delta inclus dans P, donc on n'a qu'à vérifier si delta est inclus dans P. Si elle n'est pas inclus dans P, on passe à la suivante, etc. Donc on commence par delta inclus dans P, on se pose la question. Donc si delta inclus dans P, ceci implique que si on remplace ici les données de la représentation paramétrique de delta dans le plan P, normalement ça doit donner 0. Ça doit vérifier l'équation du plan. Donc on essaye. Pour x égale 1 plus t, y est égal à 2 plus 2t, donc moins 2 plus 2t, et z égale à 1 moins t, donc moins 1 moins t plus 2. Donc si on trouve 0, alors delta est inclus dans P. 1 plus t moins 2 moins 2t moins 1 plus t plus 2. On simplifie par, donc ici on a plus t, ça fait 2t, moins 2t c'est 0. 1 moins 1 c'est 0. Et moins 2 plus 2 c'est 0. Et voilà, donc c'est 0. Bien, directement on trouve que delta est inclus dans P, comme par hasard. Et les autres propositions sont automatiquement toutes fausses. Donc on continue avec la question 55. Donc on nous donne f de x est égal à x plus x carré plus sinus 1 sur x si x différent de 0, et qui est nul si x égale à 0. Et on nous demande donc, f non dérivable en 0, f' 0 égale 0, f' 0 égale 1, x différent de 0, alors f' de x égale 1 plus 2x sinus 1 sur x plus cos 1 sur x, ou bien f' de 0 égale 2. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la dérivabilité de f en 0. Parce que la majorité des propositions parlent de la dérivabilité en 0. Donc on va vérifier la dérivabilité en 0. La limite lorsque x tend vers 0 de x plus x au carré sinus 1 sur x moins f de 0, or f de 0 c'est 0 si x égale à 0, donc voilà, sur x. Donc si est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus x sinus 1 sur x. Or, quelle est la limite lorsque x tend vers 0 de x sinus 1 sur x? Tout simplement, eh bien, pour déterminer cette limite, en fait, on va utiliser un encadrement de sinus 1 sur x. Sinus 1 sur x est compris entre 1 et moins 1. Donc x sinus 1 sur x est compris entre x et moins x. Voilà. Donc lorsque x tend vers 0, x, donc d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque x tend vers 0 de x sinus 1 sur x, c'est 0, car lorsque x tend vers 0, x tend vers 0 et moins x tend vers 0, donc d'après le théorème des gendarmes, cette limite, elle est nulle. Voilà. Donc ça, c'est 0, avec plus 1, c'est 1. Voilà. Donc oui, f est bien dérivable en 0 avec f' de 0 égale à 1. Donc la proposition correcte, c'est C. Et voilà. On passe à la question 56, qui est une question de probabilité. Donc soit une urne qui contient 5 boules bleues, 4 boules blanches et 3 boules noires. Donc 5 bleues, 4 blanches
et 3 noirs. Tout indiscernable au toucher, on tire simultanément 3 boules au hasard de l'urne. On répète cette expérience n fois de suite. Donc il s'agit d'une épreuve répétée qui consiste à tirer simultanément 3 boules au hasard de l'urne. On répète cette expérience n fois de suite pour n supérieur à 5 en remettant dans l'urne les boules tirées après chaque tirage. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes n-1 fois exactement? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer grand P la probabilité qu'on cherche. Donc, d'après les événements répétés, on avait vu que grand P est égal à C de K. Bien sûr, K est le nombre d'expériences, de fois où on réussit l'événement, ou bien où l'événement est réalisé, c'est-à-dire, donc, dans ce cas, K c'est n-1, donc c'est de n-1 parmi n, parce qu'on nous dit que la probabilité d'obtenir 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes n-1 fois exactement, donc le nombre de succès c'est n-1, fois la probabilité de succès, je vais la nommer petit p, donc à la puissance n-1, facteur de 1 moins p à la puissance 1 ou 1 moins p, qui est la probabilité d'échec. Voilà, donc maintenant on est amené à calculer p. Donc déjà c de n-1 parmi n, c'est égal à c de 1 parmi n, qui est égal à n, d'après les propriétés du dénombrement. Voilà, donc n. Or p, donc l'événement, c'est de tirer 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes. Cela revient à tirer une boule bleue, une boule blanche et une boule noire, tout simplement parce qu'on a seulement 3 couleurs, donc il n'y a pas d'autres couleurs à envisager. Donc il faut forcément prendre une bleue, une blanche et une noire. Donc P, donc c'est le cardinal de l'événement. Donc on va le nommer A sur le cardinal de oméga. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'équiprobabilité, puisque toutes les boules sont indiscernables au toucher d'après l'énoncé. Le cardinal de oméga, c'est le coefficient binomial, donc le nombre de combinaisons pour tirer 3 boules parmi la somme, c'est-à-dire 5 plus 4 plus 3, 3 boules parmi 12. Et le cardinal de A, c'est le fait de tirer, donc puisque le tirage est simultané, donc il n'y a pas d'ordre. Voilà, donc il faut tirer une boule parmi 5 bleus et une boule parmi 4 blanches et une boule parmi 3 noires. Et voilà la probabilité qu'on cherche, P. Donc c'est de 1 parmi 5, c'est 5. C'est de 1 parmi 4, c'est 4. Et c'est de 1 parmi 3, c'est 3. Et c'est de 3 parmi 12, c'est 12 fois 11 fois 10. Donc A, c'est A de 3 parmi 12, qui est 12 fois 11 fois 10, sur 3 factoriel, qui est égal à 6. Voilà. Donc ça, ici, c'est 60 au numérateur. Au dénominateur, donc 12 sur 6, c'est 2. 2 fois 11, c'est 22. Fois 10, c'est 220. Et voilà, donc 6 sur 22, qui est égal à 3 sur 11. Donc voilà, on a trouvé P. Ainsi, grand P est égal à N fois 3 sur 11 à la puissance N fois 1 moins P. Or, 1 moins P, c'est 8 sur 11. Voilà. Ici, N moins 1. Voilà, donc N fois 3, 3 sur 11 à la puissance N moins 1 fois 8 sur 11. Donc, il faut essayer de simplifier davantage pour trouver la proposition qu'on cherche. Donc, on va réduire au même dénominateur 11 à la puissance N. Donc, on fait sortir 11 de la puissance et on garde ici 3 à la puissance N moins 1. Donc,
3 à la puissance n-1 sur 11 à la puissance n-1 avec le 11 d'ici, ça fait 11 à la puissance n, voilà, fois 8. Donc 11 à la puissance n, ici on a un n. 8, on le ramène par ici, donc 8 fois n fois 3 à la puissance n-1. Donc pas besoin de mettre les parenthèses ici, ici aussi. Et voilà, donc on a trouvé la probabilité. Et donc d'après les choix ici, la proposition correcte, c'est la proposition C. Et voilà pour cette question. Et comme ça, on a terminé le concours de médecine de l'année 2023-2024. Merci pour votre attention et à la prochaine.